C'est pour cela qu'on n'a pas forcément activé les vidéos pour préserver le droit à l'image de tout un chacun. Hem, pour ce qui est du déroulé de cet événement, Véronique, Moreira va d'abord, présenter, l'association GECF France, dont elle est présidente, et les différentes, actions globales, pour, l'entrepreneuriat féminin de l'association. Ensuite, nous allons avoir, 2 salariés de l'association qui vont présenter, différentes actions de l'association, pour le soutien, à l'entrepreneuriat vert féminin. Et puis enfin, on aura l'intervention de 3 femmes qui agissent, d'une manière ou d'une autre, pour l'entrepreneuriat vert, féminin. Et on aura ensuite, un temps d'échange. Donc, je vous invite à garder vos questions pour ce temps d'échange ou alors on a un moyen de communication donc, via le chat. Vous pouvez noter vos questions et j'ai une collègue qui pourra vous répondre, soit directement, soit elle gardera les questions, pour la discussion à la fin. Si vraiment il y a une question de compréhension, il me semble qu'il y a moyen de, je sais pas Maëva si tu peux me contredire si, c'est pas le cas, mais normalement on peut, il y a une petite main, où on peut, demander la parole, si vraiment il y a une question qui est urgente. Donc, voilà pour la présentation technique et je vais laisser la parole à Véronique pour présenter, l'association. Merci beaucoup Amandine. Donc, il me revient la tâche de présenter rapidement WCF et de vous présenter la soirée comme pourquoi on l'a conçue de cette façon. Alors WCF, ça veut dire Women Engaged for a Common Future. C'est une organisation qui est née après le sommet de la Terre à Rio en 80. Le sommet de la Terre était en 92, mais WCF est né en 94 et WECF France est né en 2008. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Anne Barr, qui est la fondatrice de WCF France, qui participe à cette réunion. Et donc, si WCF est né après le sommet de la Terre à Rio, c'est parce que ce sommet faisait la promotion du développement soutenable et aussi la promotion de la participation citoyenne et en particulier de la participation des femmes. Il y a même un principe, le principe 20 de la déclaration de Rio, qui dit: les femmes ont un rôle vital dans la préservation de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement soutenable. Et nous constatons en effet que partout dans le monde, les femmes sont au cœur du développement durable. Elles sont actrices de ce qu'on appelle le care, le prendre soin. Elles représentent presque la moitié des agriculteurs qui nourrissent le monde. Et puis elles sont aussi des entrepreneuses qui assurent le lien entre l'économie locale, la préservation de l'environnement et puis les droits fondamentaux. Il y a eu une étude en 2015 à laquelle WECF avait participé, aux côtés de 9 structures qui étaient issues de l'enseignement, du monde rural, du développement agricole et rural et de la recherche, une étude qui s'appelait CARMA. CARMA, c'est un acronyme pour Contribution des agricultrices au renouvellement des métiers agricoles. Et cette étude donc voulait montrer la spécificité des femmes dans ces métiers. Et elle avait souligné que les femmes avaient une valeur ajoutée, surtout sur les questions de polyvalence, de diversification des activités, d'agriculture biologique, de marché de proximité et de dynamique collective, parmi un certain nombre d'autres choses. Et je voulais souligner ces points pour montrer que, en fait, il y a une spécificité dans la qualité de l'engagement des femmes qui tient effectivement, quand on parle d'agriculture biologique, à la préservation de l'environnement, aux soins des écosystèmes dans lesquels elles se trouvent, mais aussi, alors qu'on leur reproche souvent de travailler seules, mais aussi beaucoup de travail de mutualisation, et puis des formes nouvelles d'économie, qu'il s'agisse de coopératives ou voilà, de diversification de formes de l'économie et aussi de localisation de l'économie avec les marchés locaux. Et l'étude Karma avait montré donc vraiment une qualité particulière, mais elle avait montré aussi un certain nombre de difficultés, une forme d'invisibilité des femmes,
et la nécessité de tracer des perspectives pour mettre leurs initiatives à l'échelle, pour monter leurs initiatives à l'échelle. Parce que en fait, on voit bien dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en 2015, c'était autre chose. En 2021, on voit bien que le monde a changé et que les femmes qui s'impliquent dans les marchés locaux, enfin dans le développement local, dans le développement économique, mais aussi la protection de l'environnement, elles sont des précurseuses en fait. Elles ont une forme de vision, pas toujours forcément partagée de façon aussi forte par les hommes. Et parmi les points que l'étude Karma avait relevés, il y avait le besoin de prise de conscience des compétences de ces femmes. Parce que si effectivement elles ont des compétences, parfois leurs compétences, c'est une mosaïque de compétences diverses qui ne sont pas forcément reconnues, c'est moins classique que d'autres parcours. Et donc elles avaient besoin de se renforcer, de renforcer leur assurance ou leur confiance en elles pour complètement assumer ce qu'elles savaient faire. Il y avait un besoin aussi, de soutien pour traverser les périodes de fragilité et on est en train d'en traverser une, particulièrement difficile. Il y avait besoin aussi, d'échanges de pratiques pour partager les connaissances et les savoir-faire. Pas toujours facile dans les zones rurales, qui sont particulièrement enclavées. Il y avait besoin aussi d'un appui à l'engagement des femmes dans la gouvernance des instances de développement local, ce qu'on appelle en fait le leadership féminin. Eh bien, WSF France s'attelle à cette tâche depuis 2011 et depuis le réseau Femmes Rurales que Anne Barr, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est avec nous, la fondatrice de WSF France, donc un réseau qu'elle avait lancé. Et donc, il y a eu l'identification d'entrepreneuses, identification aussi de leurs contraintes, de leurs difficultés, les difficultés en particulier d'accès aux moyens financiers ou aux formations techniques, même s'il existait des choses sur les territoires. Et donc WCF France s'est attaché à la mise en réseau de ces femmes, qui ne sont pas toutes agricultrices d'ailleurs, mais qui sont toutes inscrites dans le développement local, pour valoriser leur travail, leur donner accès à des formations, mais aussi valoriser leur travail, valoriser leurs initiatives dans les instances locales, qu'il s'agisse de salons, qu'il s'agisse de rencontres avec les décideurs locaux. Alors, ce réseau existe depuis 2011 et il a été, enfin, les femmes de ce réseau, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, ont été particulièrement impactées par la crise du Covid, parce que cette crise a eu un très fort impact sur la situation des femmes en termes de charge de travail, avec cette journée qui a été multipliée par 2, voire par 3, avec tout ce qu'elle comportait de tâches diverses qui étaient parfois exercées par l'école, en plus des tâches qu'elles avaient habituellement. Un fort impact sur la sécurisation économique, évidemment, des activités, un impact aussi sur la sécurité des femmes, avec le nombre de violences domestiques qui ont explosé, et puis un impact aussi sur la santé des femmes. Et en conclusion, je pourrais dire que si les femmes entrepreneuses sont particulièrement inspirantes, elles ont besoin de soutien aussi pour valoriser leurs initiatives et monter à l'échelle. Mais la crise du Covid marque probablement un besoin de soutien encore plus fort pour tirer les leçons et accompagner leurs initiatives. Et donc ce soir, c'est ce qu'on vous propose de faire, de rencontrer des entrepreneuses, quelques-unes, hein, des entrepreneuses qui sont vraiment inspirantes, de vous laisser inspirer par ce qu'elles ont à dire et de vous laisser nourrir par leurs témoignages et puis de comprendre leurs besoins, l'efficacité de ce qu'elles font sur le territoire, mais aussi comment elles ont besoin d'être accompagnées. Voilà, je vous redonne la parole. Et Amandine remet son micro. Voilà, c'est bon. Ça ira beaucoup mieux comme ça. Donc, merci pour cette présentation très complète et très intéressante. Je vais laisser du coup la place à Maëva pour nous parler de l'action WECF France à l'international. Merci Amandine, merci Véronique. Bonsoir à toutes et à tous. Mais je crois que c'est surtout toutes ce soir. Donc voilà, je suis Maëva Bréau, responsable de projet et plaidoyer genre à WCF France. Et je vais vous présenter très rapidement l'action de WCF France, l'engagement de WCF France auprès de nos partenaires à l'international, qui a lieu depuis plus de 10 ans, pour promouvoir… Ah, Jean-Baptiste, excusez-moi, pas toutes. Il y a un tous aussi.
pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin à travers les coopératives, donc comme a relevé Véronique auparavant. Donc tout d'abord, quelque chose vraiment à bien souligner, c'est que WCF France agit toujours en appui des partenaires locaux sur place par nos réseaux et par nos connaissances et en réponse à leurs besoins qu'ils ont recensés sur le terrain et qui nous ont fait remonter. Et ensuite, on voit comment on peut co-construire ensemble un projet pour répondre à ces besoins du terrain. Donc, un de nos premiers programmes a eu lieu en Arménie avec une organisation qui s'appelle Armenian Women for Health and Healthy Environment. C'est un projet qui a lieu dans 4 villages arméniens avec comme objectif d'encourager et de renforcer la participation des femmes dans le développement rural durable et notamment pour le développement d'activités génératrices de revenus, notamment du fait que souvent les hommes partaient des villages pour aller en ville et donc les femmes se retrouvaient à devoir gérer la famille, le ménage, les enfants en étant agricultrices mais sans retirer vraiment beaucoup de revenus de leur activité. Donc le but du projet était de renforcer leurs compétences en agriculture durable et ça s'est fait en 2 volets. Par la structuration de centres de ressources dans chacun de ces 4 villages pour la diffusion de techniques d'agriculture durable et la formation d'une centaine de femmes dans ces 4 villages. Et dans un second temps, suite à leur demande, elles ont été accompagnées pour créer des coopératives qui leur ont permis d'augmenter et de diversifier leur production agricole et également d'améliorer leur commercialisation et donc de rendre leur activité plus pérenne. Dans un autre contexte, nous agissons également au Maroc auprès de femmes qui sont déjà organisées en coopérative, donc des coopératives d'argan dans la région du Souss-Massa, toujours dans l'objectif d'améliorer la rentabilité de leur coopérative et d'essayer de faire en sorte qu'elles puissent éviter au maximum de passer par des sociétés intermédiaires de transformation qui du coup engrangent la plus grande partie des bénéfices et qui font que leur travail reste très peu rémunéré. Donc, pour faire cela, en partenariat avec de nombreux partenaires sur le terrain, nous développons un programme de formation en gestion, donc que ce soit l'administratif, le comptable, la comptabilité ou en termes de gouvernance, mais également des formations en e-commerce pour qu'elles puissent diversifier et atteindre une nouvelle clientèle directement sans avoir à passer par des sociétés intermédiaires. Une autre partie des formations vise également à les sensibiliser à la transition énergétique pour qu'elles intègrent des modes de production plus durables, ce qui permettra aussi d'améliorer la rentabilité de leur coopérative et notamment du fait de la région dans laquelle elles vivent, qui est une des plus affectées par les effets de la crise climatique. Et enfin, un dernier projet sur lequel je ne vais pas trop m'étendre parce que nous avons avec nous Fatou Ndoye qui pourra en parler bien mieux que moi, mais je vais le présenter très rapidement. C'est un projet qui est à destination des femmes maraîchères, transformatrices et restauratrices au Sénégal, qui sont elles aussi déjà entrepreneurs dans le cadre de très petites ou petites entreprises. Et donc l'objectif de cette activité, c'est vraiment la structuration d'un réseau, d'une filière alimentaire locale, saine et durable, dans 4 communes de Dakar. Et c'est un projet qui est mené donc, depuis l'année dernière, septembre 2020, en réponse à la crise de la Covid, car comme Véronique l'a bien souligné, elle a eu beaucoup d'impacts négatifs, et notamment sur les populations les plus vulnérables. Et là, c'est vraiment dans le cadre de soutenir la sécurité alimentaire au Sénégal et de pouvoir avoir une alimentation locale et de qualité pour les populations les plus vulnérables également. Donc voilà très rapidement un petit aperçu des activités que nous menons à l'international et qui sont évidemment toujours liées à ce que nous faisons en France, et notamment le réseau Femmes Rurales dont Véronique a très rapidement parlé et que Amandine va présenter plus longuement. Pourquoi je dis que c'est lié, nous avons eu par exemple dans le cadre de ce réseau des femmes du projet arménien qui sont venues en France et des femmes françaises qui sont allées les rencontrer en Arménie pour un échange d'expériences. Donc c'est aussi comme ça qu'on souhaite faire vivre nos projets et partager ensemble les expériences et les bonnes pratiques, qu'elles soient faites en France ou à l'international. Merci à toutes et à tous et je te redonne la parole, Amandine. Merci
On t'a perdu, Amandine, il faut que tu remettes ton micro. Pardon. Mais je l'avais remis, j'ai dû l'enlever. Et j'ai un toc du clic. Bon, alors, voilà, donc tu as très bien fait le lien entre nos deux projets. Donc voilà, la différence notable, c'est que les projets à l'international, c'est surtout du soutien à des projets existants. Là, en France, c'est vraiment WSF qui a lancé le projet de réseau femmes rurales en 2011. Et là, ce que je vais vous présenter ce soir, parce que je pense que Véronique a déjà bien décrit le projet avec son objectif principal de donner de la visibilité aux créatrices d'activités soutenables en milieu rural et favoriser l'autonomisation de ces femmes en milieu rural. Depuis l'année dernière, l'association WSF France a choisi de renforcer l'axe agriculture et alimentation du réseau sur le territoire de la Haute-Savoie. Donc, les différentes actions qui permettront d'atteindre cet objectif, elles sont permises en partie grâce à la fondation Raja Daniel Marcotti qui nous soutient financièrement. Et le projet, il est sur 2 ans. Donc d'ici fin de l'année prochaine, l'objectif est de structurer un collectif pluridisciplinaire fort pour soutenir l'entrepreneuriat vert féminin et l'autonomisation des femmes en milieu rural, donc dans le domaine agriculture et alimentation. Et l'objectif, c'est d'avoir justement un réseau pluridisciplinaire pour mettre en lien tous les acteurs de l'alimentation et de l'agriculture, parce que en fait, le lien crée l'opportunité. Et voilà. Donc, il y a 3 grandes actions qui vont être menées. Donc, une campagne de communication pour recenser toutes les femmes qui entreprennent ou qui souhaitent entreprendre, et puis ainsi valoriser ce qu'elles font et les aider, si besoin, dans leur démarche. Mais il y a aussi un plaidoyer auprès des collectivités qui sera mené pour en fait valoriser leurs activités et montrer la nécessité d'inclure les femmes dans la transition agricole. Et puis enfin, une plateforme numérique qui sera un outil de communication pour les femmes entre elles, mais qui sera aussi un lien vers tous les outils d'aide, que ce soit financier, de gestion ou un accompagnement plus général des projets des femmes en milieu rural. Donc voilà un des outils qu'on développe plus localement, pour le coup, mais qui est aussi très intéressant à développer. Donc voilà pour l'outil. J'en ai fini pour ma part. Donc maintenant, on aimerait laisser la place à 2 femmes du réseau pour commencer. Et puis après, il y aura Fatou qui va présenter le projet dont a parlé Maëva juste avant. Donc je vais laisser la place à Delphine Laurent, artisane savonnière en Isère, pour qu'elle nous présente son activité. Bonjour. Voilà, donc moi je suis Delphine, je suis savonnière à Chaparillon, un petit village de l'Isère, à côté de Chambéry. Voilà, et donc je suis ingénieure chimiste au départ. J'ai travaillé en recherche-développement et puis formatrice dans les domaines de la chimie. Et quand j'ai emménagé donc, à Chaparillon, donc dans ce petit village, j'ai décidé de créer ma société, créer mon activité. Je voulais fabriquer en fait des produits naturels. Voilà, et donc j'ai choisi de fabriquer des savons puisque la fabrication du savon, c'est une réaction chimique avec des ingrédients naturels. Donc j'alliais le côté chimie de mon métier avec les produits naturels. Voilà, donc j'ai créé Nature en Bulle en 2009. Voilà, donc je voulais développer donc des produits naturels bons pour la santé et pour la planète. Donc la démarche bio s'est imposée un peu d'elle-même.
Donc, je voulais surtout que… Enfin, ça s'est imposé parce que c'était pour être garant de mes bonnes pratiques par rapport à mes clients. Et donc voilà, j'ai choisi de travailler avec la mention Nature et Progrès qui était en accord avec mes valeurs et puis qui garantissait une démarche globale qui me paraissait assez logique sur la démarche de fabrication et puis globale sur toute l'entreprise. Voilà, donc j'ai démarré mon activité un petit peu en douceur. Petit à petit, l'activité a augmenté petit à petit, mais au début, c'était assez difficile, on va dire, de pouvoir en vivre. Et puis donc, au bout de là, ça fait bientôt 12 ans que je suis en activité et donc maintenant, j'arrive à avoir un revenu correct et puis une activité qui, je pense, est assez pérenne. Voilà, donc j'ai commencé au départ en vendant mes produits surtout sur des marchés artisanaux, marchés bio, foires un petit peu dans le secteur, dans des magasins bio, pareil au niveau régional. J'ai fait assez rapidement un site internet aussi, donc je vends toujours d'ailleurs via mon site internet. Et puis, au fur et à mesure, j'ai développé donc une boutique sur place au niveau de la savonnerie. Et puis, des boutiques collectives, donc magasins d'artisans, associations, et puis quelques magasins de producteurs aussi. Voilà, où il y a plus d'alimentaire, mais il y a aussi des produits non alimentaires. Et puis, je fais aussi de la formation. J'anime des stages pour des gens qui ont envie d'apprendre à fabriquer des savons pour eux-mêmes. Ou bien qui ont un projet professionnel et qui veulent se former un peu plus en détail. Voilà. Et donc, depuis 2016, donc j'ai déménagé, j'ai un local un peu plus grand que ce que j'avais au départ, avec une vraie boutique donc, attenante. Et depuis cette période-là, je travaille aussi avec le réseau Biocoop et la centrale d'achat sur le quart sud-est de la France. Et du coup, ça m'a permis d'augmenter un peu les volumes de vente et puis de pérenniser, enfin de stabiliser un petit peu mon activité. Voilà. Et donc, depuis 2019, j'ai embauché une salariée, d'abord à temps partiel, pour m'aider sur en particulier l'étiquetage des savons qui me prend énormément de temps. Et puis, petit à petit, j'augmente son temps de travail. Et donc là, à partir du mois prochain, elle sera à temps plein. Donc, elle va faire aussi de la fabrication de savon. Et puis, donc, elle va m'épauler un peu sur la plupart des tâches. Voilà, du coup, ça va me permettre d'avoir un meilleur équilibre entre vie perso et vie professionnelle, parce que sinon, c'est quand même très, très prenant. Voilà, donc après, par rapport au Covid, en fait, l'activité a évolué pas mal par rapport à cette crise. En fait, ça n'a pas vraiment été une baisse. J'ai certains domaines qui ont au contraire augmenté, d'autres qui ont baissé par rapport à l'activité. Voilà, donc les endroits où il y a eu des fortes baisses d'activité, c'est notamment sur tout ce qui est marché et foire, puisqu'évidemment, ils ont été annulés, les marchés de Noël, etc. Dans mon magasin, à côté de la savonnerie, effectivement, j'ai dû le fermer pendant les périodes de confinement. Donc là aussi, ça a été une baisse. Étonnamment, dans les magasins bio aussi, j'ai vu une baisse de chiffre d'affaires. Alors peut-être qu'il y a eu ils ont plus insisté sur le côté alimentaire et puis les rayons non alimentaires ont été un peu plus laissés de côté. Voilà. Mais par contre, mon site internet a bien joué son rôle pendant le confinement, puisque du coup, j'ai pu compenser un petit peu une partie de la perte du chiffre d'affaires. Et puis, les magasins de producteurs et les boutiques d'artisans, boutiques collectives ont bien augmenté, aussi bien pendant le confinement, surtout pour les magasins de producteurs, puisque c'était des magasins alimentaires qui restaient ouverts.
Et puis, en dehors de ces confinements, du coup, les boutiques collectives d'artisans ont bien augmenté aussi. Voilà, je pense que les gens sont aussi à la recherche de produits plus naturels et plus sur du local. Voilà. Et puis, tout ce qui est fabrication à façon aussi a bien augmenté, c'est-à-dire qu'en fait, je fabrique des savons pour des producteurs, soit de lait de chèvre, soit d'huile de noix, ou voilà, différents produits agricoles. Et donc, ça, cette partie a bien augmenté aussi. Voilà, mais donc en général, on va dire que mon chiffre d'affaires s'est à peu près maintenu sur cette période. La trésorerie aussi, donc du coup, je suis plutôt sereine pour la suite. Voilà ma présentation. Ok, bah, écoutez, merci beaucoup. Donc, à part si il y a des questions urgentes ou de compréhension, je vais passer à la suite du programme. Mhm. Donc, avec Virginie Leroy, donc, qui est safranière en Haute-Savoie. Donc, Virginie, à vous la parole. Merci Amandine et merci et bravo à Delphine. C'est vrai que c'est pas évident, mais du coup c'est encourageant parce que moi je me sens toute petite vu que je viens juste de commencer. Et je suis très dépendante donc de la météo. Le safran, j'ai été chercher des bulbes chez une marraine safranière qui s'appelle Coralie Chenavas et qui est le safran du Dauphiné, qui fait ça depuis plus de 10 ans. Pareil, c'était une reconversion. Donc, quelques bulbes dans le champ, j'ai eu la chance, dans le champ de ma grand-mère que j'ai pu exploiter, donc à côté d'Annecy, en pleine campagne. Mais alors après, j'ai appelé ça donc le safran des 3 S pour Simone, ma grand-mère, safran et sophrologie. Plusieurs activités après avoir été secrétaire pendant 20 ans entre Lille et Lyon. Donc, reconversion, et j'ai vraiment l'impression d'avoir un tiers-lieu expérimental. Et tant que je m'amuse, voilà, tant que j'ai cet élan de vie, j'y vais. Mais toujours très dépendante donc, de la météo. Parce que le bulbe, c'est un Cocus sativus qui est cultivé par l'homme, qui est adaptogène au sol. Donc, s'il se plaît, il va se multiplier 10 fois. S'il ne se plaît pas, s'il y a trop d'eau, il va pourrir et on n'aura plus rien. Donc, on n'a qu'une seule récolte dans l'année. La majeure production, elle est en Iran. On a en Grèce, on a en Espagne, on a au Maroc. Et on peut, en France, avoir des safraniers à Lille, comme dans le Dauphiné, comme dans le Quercy. On est 10 en Haute-Savoie. Donc, on va aussi dans le sud. Donc voilà, le bulbe adaptogène va s'adapter selon le sol, même s'il est un peu sec, même s'il est un peu humide. Mais il n'a pas besoin d'eau. Donc c'est là où le développement durable, c'est plus court. Il n'a pas besoin d'eau, on ne l'arrose pas, il a juste besoin de la pluie et du soleil. Donc c'est vraiment une symbiose, une harmonie. Et on a une récolte au mois d'octobre. Au premier froid, on a cette jolie plante violette qui va sortir tous les matins, qu'on va aller cueillir tous les matins. Il faut être vraiment disponible en octobre. Donc, ça peut commencer le 20 septembre et ça peut se terminer le 10 novembre. Mais l'accueillir et puis tout de suite faire sécher le pistil. On va récolter donc la petite partie rouge qui est précieuse. On appelle ça l'or rouge. Mais c'est vrai que c'est des grammes qu'on va récolter sec parce qu'on va le faire sécher et il va perdre 1/5 de son poids. Donc, on a environ 150 feuilles, 150 fleurs, et on va avoir 1 gramme sec. Donc, énormément de travail, mais principalement artisanal, mais tellement motivant pour l'instant. Donc, j'ai eu 2 récoltes, une toute petite en octobre 2019, une un peu plus conséquente, on va dire en octobre 2020, mais bien sympathique. Et pareil, j'expérimente un
produit qui est on appelle ça un sirop, mais en fait, moi je vais l'appeler plutôt délice au safran, façon sirop, parce qu'il y a un taux de Brix à avoir que je n'ai pas, parce que je ne vais pas utiliser un sucre raffiné, j'utilise un sucre issu de l'écorce de bouleau. On appelle ça le xylitol parce qu'il vient de l'écorce de bouleau, surtout les bouleaux finlandais. Mais ça va permettre de garder toutes les propriétés du safran. Pas d'allégation thérapeutique, mais c'est quand même un super sucre avec une super épice. Et donc, cette alliance va faire que ce sirop a un indice glycémique très bas. Et on va pouvoir le mettre dans son yaourt, on va pouvoir le mettre dans une salade de fruits. Autant de recettes. Et c'est vrai que c'est un pouvoir sucrant, mais on va se faire du bien en prenant effectivement ce délice au safran. Donc, je n'ai pas développé beaucoup parce que ça fait partie, en tant que safranière, ça fait partie d'une de mes activités. Et je fais aussi un peu de sophro et pour payer mes factures. Du coup, j'ai aussi des activités, soit dans des foyers pour personnes handicapées ou atypiques, ou dans une école. Donc, et j'essaye d'allier tout ça. Donc, essayer de faire, là, je vais créer un atelier sophro-safran. Donc, ça demande effectivement beaucoup de temps, beaucoup de capacités et d'adaptation. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que mes expériences continuent et tant que ça me met en vie, comme on dit en sophrologie, tant que j'ai effectivement pas mal de bases et de résultats, donc ça m'intéresse et je partage ça donc avec des deux magasins de producteurs suite à toutes ces formations donc dans des safraneries ou avec la Chambre d'agriculture d'Annecy grâce à Vivia, le fonds de formation, donc là qui est vraiment présent. Donc j'ai pu être proposer en fait mon sirop, mon délice au safran dans un magasin de producteurs sur Annecy, sur Cluseil et sur Mété. Là, en tant qu'associé, donc ça permet aussi de voir comment ça fonctionne quand on est plusieurs associés en collectif, en circuit court, comment on fait, comment on s'entraîne, comment on s'entraide. Parce que moi, je fais partie du plus petit chiffre. Et du coup, en tant qu'associé, je vais faire une demi-journée par mois de vente au niveau du magasin. Donc, on a un magasin et on a un drive fermé. Donc, ça permet aussi de se faire connaître. Donc, je commence à avoir mes petites clientes régulières. Donc, c'est sympathique. Ça veut dire que mon sirop, mon délice face au sirop, il plaît. Et il a effectivement un avenir, même s'il est un peu différent des autres. Et que je ne me sens pas moi de faire des confiture comme d'autres. Et voilà. Mais ça permet aussi d'avoir un retour en direct. Et c'est là où j'ai rencontré Amandine. Donc il n'y a pas de hasard, mais voilà, on s'est rencontrés à la caisse du magasin. Et puis l'autre, je suis dépôt-vendeuse, mais voilà, il y a peut-être un peu moins d'implication, mais il y a aussi des dégustations. Donc par temps de Covid, c'est compliqué de faire des dégustations. Les personnes ont envie de goûter ou pas. Mais après, les personnes étaient plus aussi réceptives sur les informations que du coup, au niveau du réseau, donc au niveau d'Annecy, au niveau de la Haute-Savoie, au niveau des amis. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de soutien. On a eu pas mal de la télévision, on a parlé du safran. Donc ça aussi, c'était intéressant. Parce qu'on ne sait même pas que c'est une épice qui est remarquable, qui est très présente au Moyen-Âge. Qui avait effectivement quelques jours donc pas mal de presse, mais on en fait, voilà, on dit que c'est l'or rouge, mais de là à en vivre, c'est très très compliqué. Donc voilà, je cherche aussi à faire d'autres alliances au niveau d'autres produits qui peuvent être toujours un peu originales et puis donc à suivre. Mais, voilà, en tout cas, de belles expériences et beaucoup effectivement d'énergie féminine et puis de belles énergies. Et c'est vrai que venant du milieu de l'entreprise, en étant passé par le scolaire, voilà, il y a beaucoup de choses quand même qui se retrouvent et qui se complètent. Donc voilà, une belle expérience.
Bon, bah, écoute, merci bien pour cette présentation. On va continuer dans la foulée avec la présentation de Fatou. Ah, le micro est activé chez Fatou. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez. Voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Je me nomme Fatou Ndoye. Je travaille dans une structure appelée Endagraph Sahel, qui est une ONG qui se situe au niveau du Sénégal, mais qui a d'autres ramifications un peu partout dans certains pays d'Afrique, d'Asie, etc. Et donc, dans cette structure, nous cherchons vraiment à essayer de rendre visibles toutes les contributions des acteurs et des actrices qui sont plus ou moins marginalisés et faire en sorte que cette contribution soit prise en compte dans l'élaboration des politiques publiques. Aujourd'hui, donc, au niveau de cette ONG, nous avons différentes bases. Et particulièrement, je travaille dans le pôle sécurité alimentaire, où j'accompagne donc les initiatives pour l'amélioration, donc afin d'arriver à une alimentation saine et durable des populations les plus démunies qui sont situées dans les quartiers populaires du Sénégal, surtout de la ville de Dakar, et aussi en milieu urbain, en milieu rural. Donc, nous travaillons dans le secteur de la pêche, dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, etc. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes, par exemple, dans le secteur de l'agroalimentaire, tout ce qui touche la transformation des produits agricoles, la restauration populaire, etc. Nous sommes avec un réseau de près de 25 000 femmes qui sont éparpillées un peu partout dans les régions du Sénégal. Mais également, nous sommes aussi dans le secteur de la pêche parce que beaucoup de femmes interviennent dans les maillons de cette filière-là, aussi bien dans le mareyage, c'est-à-dire la commercialisation, mais aussi dans la transformation de ces produits. Et donc, nous avons accompagné un réseau qui, depuis le nord du Sénégal jusqu'au sud, donc toute la côte, les femmes, nous avons accompagné, nous avons essayé de les regrouper dans un réseau qui fait plus de 30 000 femmes et que nous accompagnons sur les aspects d'amélioration des techniques de production, mais surtout de plaidoyer pour que ces femmes puissent être visibles et pour que leur contribution aussi puisse être prise en compte dans les politiques publiques. Donc, nous travaillons surtout dans le domaine du développement durable, en tout cas, nous cherchons à garantir la durabilité dans tout ce que nous faisons, en se basant surtout par rapport à notre démarche méthodologique, qui est basée sur la recherche-action, parce que quand on parle de GRAF, ça veut dire groupe de recherche, action, formation. Donc, à partir de là, donc, nous partons des situations vécues par les populations ou bien des situations même de projets qui donc constituent une base de recherche et d'apprentissage pour nous. Et à partir de cette démarche-là, nous essayons d'identifier, de valoriser et surtout de rendre visibles les initiatives qui sont portées par les actrices et les acteurs sur le terrain. Je peux donner un exemple. Nous avons eu un projet que nous avons développé qui s'appelait le projet PPCL, programme de promotion des céréales locales, que l'Union européenne nous avait accompagné donc, dans le cadre de ce financement-là. Et ce programme cherchait donc à accroître le consommé local, faire en sorte que les ménages puissent
utiliser les ressources locales telles que le mil, les produits à base de maïs, etc., qui sont cultivés au niveau du Sénégal. Mais au départ de ce projet, on a senti qu'en fait, l'essentiel des activités était orienté vers les grandes entreprises, c'est-à-dire les industries, les biscuiteries, etc. Comment faire pour que dans ces produits-là, on essaie d'augmenter un peu pour améliorer la quantité de produits fournis par les paysans. Or, ce qu'on remarquait dans le cadre de la situation la situation actuelle du pays, c'est que l'essentiel donc des céréales que nous consommons provenait du secteur artisanal, c'est-à-dire porté par les femmes. Elles vendaient par exemple des produits dans la rue avec leurs calebasses, de couscous, etc. Alors c'est là où on a pris le défi de nous engager pour montrer qu'en fait, on pourrait se baser sur ces acteurs artisanaux, ces actrices du moins, pour pouvoir vraiment impacter sur le consommé local. Et du coup, nous avons plus ou moins montré qu'en fait, c'est en se basant sur les initiatives à la base qu'on peut assurer la durabilité des actions. Alors, à la fin du programme, les résultats étaient réellement palpables. On voyait qu'aujourd'hui, toutes ces femmes sont arrivées à un autre niveau. Tu vois? Elles sont passées, par exemple, des activités individuelles avec leur calebasse dans la rue pour mettre en place des GIE. Aujourd'hui, elles ont mis en place des coopératives. Et même au moment où je vous parle, elles exportent des conteneurs de produits un peu partout en Europe comme dans la sous-région. Donc, ce qui montre que réellement, si on arrive vraiment à améliorer, en tout cas à prendre en charge les initiatives que développent les actrices à la base, on peut arriver à long terme vers des résultats vraiment palpables. Donc, cela montre donc qu'il faut vraiment renforcer les gens sur ce qu'elles font pour atteindre une certaine durabilité. Et malheureusement, comme nous le voyons tous, la situation liée à la crise a un peu freiné l'élan parce que, comme vous le savez, la pandémie de la COVID donc, a été une catastrophe pour tous les pays du monde et le Sénégal n'a pas du tout été épargné. Et avec cette crise, nous avons senti que, en fait, le hiatus est encore là, c'est-à-dire nous sommes dans un pays qui fonctionne avec deux économies. Une économie formelle et une autre économie parallèle informelle. Et dans un pays comme le Sénégal, vous voyez, l'économie informelle occupe presque l'essentiel de la population. Parce que si 93% de la population active se situe dans cette économie informelle, cela montre que réellement, c'est l'écrasante majorité qui sont dedans. Alors, avec les mesures prises au niveau liées à la COVID, par exemple, il y avait la fermeture des écoles, des mosquées, des marchés, etc. On a aussi eu à instaurer un couvre-feu, donc de 20h à 6h du matin, rien ne marchait. Et vous voyez, par exemple, les conséquences que cette action peut avoir sur les activités des femmes. Parce que justement, l'essentiel des femmes sont dans l'informel. La majorité sont dans l'économie informelle. Mais aussi, elles sont dans des activités qui sont directement touchées par la pandémie. Je vous parlais par exemple parce que la majorité des femmes sont dans les secteurs de la restauration, dans l'hôtellerie, dans le commerce, etc. Ce sont surtout ces activités-là qui ont été durement impactées par la COVID. Pourquoi? Nous avons vu aussi que dans cette situation, ce sont encore celles qui vendaient
les aliments le soir qui étaient les plus touchés. Parce que tout simplement, nous sommes dans un pays où le soir, la grande majorité, parce que n'ayant pas la possibilité de préparer le repas, sont obligés d'aller dehors pour acheter des repas. Et ce sont les femmes, les restauratrices, les vendeuses de couscous qui offraient ces produits-là. Et en instaurant donc ces mesures, cette activité a été complètement gommée donc, de l'économie du pays. Et donc là, il fallait donc trouver des solutions, chercher des solutions pour accompagner les femmes à ce que vraiment cette situation soit plus ou moins adoucie par rapport à la pandémie. Donc, si on veut, pour dire en résumé, quels sont les impacts au niveau du Sénégal par rapport aux différentes filières que nous avons accompagnées, nous avons vu qu'en fait, vraiment, il y avait une perturbation au niveau de la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires, surtout aussi bien au niveau local comme au niveau régional. Nous avons vu aussi de grosses difficultés d'accès à la nourriture, surtout pour les personnes vulnérables. Au niveau du maraîchage, par exemple, celles qui avaient des productions maraîchères avaient des problèmes de mévente parce qu'on interdisait les véhicules de faire du transport, etc. Et aussi les unités de transformation qui faisaient le couscous et autres, elles avaient aussi des difficultés pour vendre leurs produits. Et donc, nous avons aussi vu une suspension, voire même un arrêt total de certaines activités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par exemple le secteur de la restauration où les femmes ne pouvaient plus vendre le soir parce que c'était interdit. Alors, pour remédier à cette situation, nous avons décidé donc de les accompagner à travers certains partenaires pour voir comment retransformer les activités des projets pour venir en appui aux populations. Et donc ça, c'était dans le cadre d'un autre projet qu'on avait dans la banlieue de Dakar, où nous avons dit, en fait, comme il est temps de donner, par exemple, des kits alimentaires, au lieu d'acheter des choses, etc., essayons de travailler, par exemple, pour acheter des produits chez les maraîchers, des produits chez les transformatrices, etc., pour combiner ces produits et remettre aux femmes qui sont vraiment dans des situations vraiment difficiles. Par exemple, si on prend le cas des restauratrices. Donc, cet appui a tellement réussi que finalement, ça a permis de donner, enfin, c'est un bon de, ça a permis quand même aux maraîchers qui avaient leur stock, parce que c'était des produits périssables, qui avaient donc la possibilité donc de d'écouler leurs produits de cette manière-là, mais surtout de permettre de créer ce link entre les transformatrices, les restauratrices et les maraîchers. Au bout du compte, comme on le dit souvent, parfois malheur, le malheur peut apporter aussi un certain bonheur. Les autorités locales qui nous ont vus faire agir de la manière se sont dit, mais tiens, pourquoi ne pas, comme elles avaient la possibilité donc de donner des kits alimentaires au niveau des ménages de leur commune, c'est à partir de là qu'ils se sont inspirés pour reprendre la même chose. Désormais, au lieu, par exemple, de donner des kits, par exemple, à base de pâtes, les pâtes, etc., les pommes de terre et autres, ils ont transformé tout leur kit en achetant directement des couscous, etc., de la farine chez les transformatrices. Ils sont partis aussi chez les maraîchers acheter des légumes pour remettre aux familles démunies. Et aujourd'hui, nous avons vu que les femmes, certaines communes ont drainé des montants de 40 000 € pour accompagner, soutenir les organisations des femmes à la base. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit qu'en fait, ce projet que nous avons eu au niveau de la banlieue de Dakar pour essayer de créer ce link entre le maraîcher, la transformatrice, la restauratrice, nous avons vu qu'en fait, ça a constitué vraiment un véritable impact.
Donc, pourquoi ne pas l'élargir? Et c'est dans ce cadre-là qu'à partir de là, nous avons eu, avec nos partenaires de FEDIAC, élargi donc le concept dans d'autres communes de la région de Dakar, donc le projet FEDIAC, qui est là en ce moment, qui travaille dans le même esprit pour permettre justement de créer ce lien entre la transformation, le maraîchage, la restauration, pour arriver vraiment vers une autonomie alimentaire des populations. Voilà un peu ce que je voulais donner comme contribution en attendant vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fatou, pour cette présentation. Je voulais juste préciser pour les personnes qui ne sont pas au courant de l'acronyme. Donc, FEDIAC, c'est le projet qu'on mène avec Fatou à Toundoy au Sénégal, WCF France, et qui est donc les femmes engagées pour le développement inclusif et l'autonomie alimentaire de leur commune et financé par l'AFD. Merci beaucoup, Fatou, pour cette présentation très complète et très riche. Je redonne la parole du coup à Amandine pour le reste du programme. Oui, merci. Alors, c'est bon. Hein. Merci, Fatou, pour cette présentation. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir un exemple concret de réseau qui marche, enfin, où il y a voilà, des exemples concrets, parce que c'est vrai qu'avec nous, le réseau Femmes Rurales, c'est aussi des choses qui pourraient nous inspirer. Donc, merci, c'est très intéressant. Donc, on arrive maintenant, on a à peu près, on a une bonne demi-heure pour l'échange. Donc, je vais laisser la place à ma collègue Natalia Dejean, donc, qui est en charge de la médiation de cet échange. Natalia Dejean, qui est la directrice de WCF France. Donc, je te laisse la place pour l'animation de cet échange débat. Merci beaucoup, Amandine. Et merci à toutes les femmes qui ont témoigné. Aussi, merci beaucoup aux participantes et aux participants de cette conférence qui, à un moment donné, il y avait 46 participantes. Donc là, on est à 43, c'est déjà pas mal du tout. On est très contente de vous avoir avec nous ce soir. Donc, moi, je vais animer ce temps d'échange et puis faire la conclusion vers la fin de ce qui est en ressort de ce partage d'expérience, ce partage de moyens et puis de manières de faire, et puis aussi un moment d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Donc, dans les chats, il y a eu beaucoup d'échanges, mais pas forcément beaucoup de questions. Il y avait juste une question de la part de Sonia. Je ne sais pas si Sonia, elle veut prendre la parole pour poser sa question. Elle avait une question pour Delphine. Donc, Sonia, est-ce que tu veux prendre la parole? Alors, est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement bien. Ah, ok, exceptionnel, parce que hier soir, avec le même kit, vous ne m'entendez pas. Du coup, j'étais surprise quand Delphine a dit que, voilà, il avait déjà un certain recul. Ça fait une douzaine d'années, j'ai bien compris, que tu étais installée et que, du coup, maintenant, tu arrives à avoir une certaine stabilité dans ton activité. Je me suis dit, bon, il y a 12 ans, le côté bio, nature était encore plus confidentiel qu'aujourd'hui. Et je me demande, par rapport à ce que tu as pu sentir autour de toi, comment voilà, l'environnement, le positionnement en termes des gens, des clients, mais pas seulement du contexte agricole et artisanal en général, a évolué depuis. Et si ça, du coup, a eu des répercussions sur la façon dont toi-même, tu as pu évoluer dans tes pratiques. Je pense particulièrement au fait de pouvoir trouver des fournisseurs qui sont plus dans la démarche, avec qui tu peux construire des partenariats, ou même carrément si tu t'es dans ça, tu as trouvé d'autres personnes avec lesquelles, voilà, avec d'autres femmes en particulier. Voilà. Oui, alors effectivement, j'ai vu une évolution un peu dans
Oui, sur les démarches bio, etc. En fait, en particulier par rapport à mes clients, par exemple, au début de mon activité, je sentais que les gens commençaient à se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils mangeaient et donc ils commençaient à passer sur le bio, sur de l'alimentaire. Et puis, je pense que le côté cosmétique arrivait dans un deuxième temps, en fait. Et donc, au début, c'est vrai que j'avais plutôt une clientèle, on va dire, de gens motivés, et vraiment à fond sur le bio depuis de nombreuses années, mais des clients étaient quand même moins intéressés par le bio sur du cosmétique. Et plus ça va, plus une large partie des personnes, des clients ou des gens que je peux croiser sur des marchés en particulier, parce que c'est là où je croise des gens de tous horizons. Donc plus ça va et plus je vois des gens qui sont intéressés par les produits bio, naturels, venant un peu de tous les domaines. J'ai vu aussi une grosse évolution, par exemple, sur les shampoings solides que je fais depuis 12 ans. Et c'est vrai qu'au début, quand je parlais de mes shampoings solides, les gens n'étaient pas trop motivés pour essayer ça, mettre du solide dans les cheveux. Et puis maintenant, au contraire, tout le monde veut essayer, tout le monde en a entendu parler. Donc voilà, je trouve que ça va dans le bon sens. Et du coup, par rapport à mes pratiques, moi, au fur et à mesure que j'arrive, enfin petit à petit, j'essaye de trouver un maximum de producteurs, de travailler en fait en direct avec des producteurs ou des fabricants pour mes matières premières. Donc, les matières premières pour les savons, c'est principalement des huiles végétales et des huiles essentielles. Et donc, j'arrive au fur et à mesure à trouver des producteurs pour les différentes matières premières. Et puis, quand je n'arrive pas à trouver du local, j'essaie de travailler en commerce équitable quand ça existe. Donc, par exemple, pour le beurre de karité, où j'arrive à trouver du commerce équitable. Par contre, j'ai d'autres matières premières où j'ai énormément de mal à trouver des choses au moins en commerce équitable si ce n'est en direct producteur. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup pour ta question, aussi Sonia. Donc, il y en a d'autres questions qui sont arrivées dans le chat, et notamment sur le rôle politique des femmes. Donc, on vient d'assister à des présentations de la part de femmes inspirantes, des femmes qui peuvent créer des vocations par la suite à travers leur action auprès de la jeune génération, mais aussi, on a vu avec Fatou, dans les communes où elles habitent, auprès des autorités. Donc, le rôle politique, ça veut dire comment ces femmes pourraient représenter la parole des autres femmes, est-ce qu'elles se voient pas, ou de quelle manière elles se sentent prêtes à porter la parole des femmes au niveau de leur commune, au niveau de leur métier aussi. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une d'entre vous qui voudrait parler de son engagement politique aussi? Alors, ce n'est pas forcément un engagement politique, mais c'est vrai que moi, je vois sur mon champ, je n'ai pas forcément la condition physique quelquefois pour remettre un poteau qui délimite le champ. Donc là, j'ai eu affaire gentiment à des hommes, aux villageois, aux voisins, et c'est vrai que du coup, là, il y a une belle synergie. Donc, après, c'est vrai qu'il suffit de demander, donc en fait, il suffit de communiquer, parce que c'est vrai que j'ai 3 grands-enfants, mais qui sont à l'étranger, qui sont en France, mais à l'autre bout de la France. Donc, forcément, je suis obligée d'aller demander quelquefois de l'aide quand je ne peux pas y arriver. Pourtant, j'ai fait beaucoup de choses toute seule. Mais donc, dans ces cas-là, oui, par exemple, à un moment donné, j'ai trouvé beaucoup de synergie, de coopération au niveau des associés du magasin de Couseille. Magasin de producteurs, donc des fermiers, des voisins qui m'ont prêté un motoculteur, parce qu'au départ, j'ai fait ma première ligne de safran pour les planter à la main. J'ai eu des cloques. Voilà, je n'étais pas du monde agricole, hein, mais du coup, on apprend. Et après, il y a un autre voisin qui m'a dit, mais pourquoi tu n'en loues pas? Donc, et puis après, on va te le prêter. Donc voilà, c'est toujours des synergies, que ce soit masculines ou féminines. Hein. Là, on englobe aussi les hommes. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu de l'aide de Loft 22, Sabrina, qui m'a proposé aussi au niveau d'Annecy
du centre d'Annecy qui va proposer son lieu pour que je puisse faire mon atelier, et on va faire une sorte de test de crash de mon atelier sur France-Safran qui n'existe pas encore non plus, et on va voir si ça plaît et là où je peux m'améliorer. Donc voilà, c'est vrai que on communique, on demande et puis on reçoit. Donc on ne sait jamais trop qui reçoit, qui attend, mais voilà, ça se fait en fait à partir du moment où on se positionne. C'est toujours une question peut-être de territoire en fait, et oser, tout simplement, expérimenter. Merci. Merci beaucoup Virginie. Donc oui, c'est un autre mode d'exercer de la politique au niveau local. C'est tisser les liens, donc c'est tout aussi important. Donc merci pour ton témoignage. Il y a d'autres questions qui sont arrivées dans le chat et puis il y a des mains qui commencent à se lever. Donc je vais juste permettre à Jacob Kaba. Je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, mais je ne vois pas bien avec la caméra. Donc si vous voulez poser votre question, allez-y. C'est madame. Il faut activer le micro. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Parfait. Oui, moi je suis honorable Jakabé Kaba. Je suis la 3e vice-présidente de l'Assemblée nationale de Guinée et présidente d'une organisation féminine du monde rural qui fédère les femmes en monde rural. Oui. Donc, est-ce que vous voulez poser une question? Puisque je viens de rentrer dans le groupe là, je préfère écouter et après je vais poser une question, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Donc, il y avait d'autres questions, par exemple, sur des questions pour Fatou, sur la mise en réseau à l'échelle internationale. Est-ce que vous voyez une utilité pour votre action au niveau international, cette mise en réseau international à travers les différents réseaux dans lesquels vous impliquez? Et puis, il y avait une deuxième question, toujours pour Fatou, c'était est-ce que vous avez des relations avec Aide et Action au Sénégal? Donc, merci pour voilà. Merci, Natalia. Bon, je voudrais aussi revenir sur la question de Véronique avant, qui nous parlait de la place des femmes dans la politique, etc. Est-ce que ces femmes... Bon, je pense que ce que nous voyons, c'est qu'au début, lorsqu'elles sont dans ces rôles communautaires, de plus en plus, elles se hissent vers des rôles politiques. Et un grand nombre de ces femmes que nous accompagnons aujourd'hui sont des élus. Donc, elles participent. Il y en a même qui sont des premières adjointes au maire, etc. Et c'est là où vraiment elles commencent à travailler pour que leurs préoccupations soient prises en compte dans les agendas des municipalités. Donc, je pense que ce rôle-là est important. Donc, elles ont de plus en plus, elles ont deux casquettes. Elles ont leur casquette d'entrepreneur, mais en même temps leur casquette de politicien. Bon, pour l'autre question que vous m'avez posée, je pense que je pense que les femmes gagneraient à davantage tisser des liens. Et donc, elles sont des araignées. Hein, donc, je pense que si ces liens commencent au niveau local, ça se s'amplifie au niveau national, ensuite au niveau régional, parce que beaucoup de femmes maintenant créent ces liens-là. Et de plus en plus aussi au niveau international, parce que ce sont ces échanges de savoir-faire, ces partenariats qui permettent de renforcer mutuellement chacune d'elles. Et je pense que nous sommes dans cette optique-là. Je vois par exemple au niveau du Sénégal, nous sommes très en lien avec les femmes. Anne ne me contredira pas, par exemple, avec les femmes du Maroc qui sont dans le cadre de Women Gender. Par exemple, on a beaucoup de liens entre ces femmes-là et nous voulons davantage les concrétiser et ça permettra chacun de plus apprendre de l'autre et de renforcer les initiatives qu'elle développe. Bon, pour Aide Action, on n'a pas tellement
de lien, mais on est en perspective avec eux parce qu'ils travaillent sur les questions d'éducation. Et donc, on a connu quelqu'un qui était dans cette structure-là et qui nous a mis en rapport avec les responsables, récemment d'ailleurs. Nous sommes en perspective pour des projets de formation dans ce domaine. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Fatou. Anne, tu avais d'autres questions? Je vois que tu as levé la main. Anne Barr. Oui, merci. Merci, Natalia. D'abord, je voulais vous féliciter pour l'organisation de ce webinaire ce soir. C'est vraiment absolument passionnant d'entendre des témoignages aussi variés et de voir aussi que le réseau Femmes Rurales attire de nouvelles membres. J'ai d'ailleurs posé une petite question à Virginie et à Delphine sur ce qu'elles attendent de ce réseau, ce qu'elles espèrent y trouver, quelle forme de soutien. Effectivement, mon expérience au sein de WCF m'a souvent montré que ces renforcements mutuels entre différentes personnalités, mais entre différentes personnes qui ont aussi des fonctions et des responsabilités différentes, est extrêmement riche et extrêmement valorisant et en même temps structurant. Et donc, je suis vraiment heureuse de voir qu'aujourd'hui, l'objectif de WCF France, c'est de structurer ce collectif de façon à pouvoir accompagner des personnes dans leurs projets professionnels, mais également être force de proposition sur des modes de développement durables et qui tiennent compte à la fois des enjeux climatiques, des enjeux environnementaux et des enjeux humains auxquels on doit faire face aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé à la fois des témoignages très concrets de Virginie ou Delphine sur la manière dont elles ont petit à petit fait progresser leur entreprise tout en étant toujours très fidèles à leurs valeurs, à leur philosophie. Et je trouve ça magnifique que Delphine ait réussi à créer un emploi localement. C'est vraiment une très belle réussite. Et j'ai été en même temps fascinée par la réflexion de Fatou sur cette vision macroéconomique quand même des aides que l'Union européenne peut apporter par exemple au Sénégal et de se dire peut-être qu'on peut voir les choses différemment de la vision classique, c'est-à-dire se tourner uniquement vers des structures économiques type entreprises qui sont déjà dans des réseaux économiques structurés, mais au contraire regarder qui produit l'alimentation et qui le fait de manière à apporter la sécurité alimentaire à certaines populations et comment est-ce qu'on peut faire pour justement soutenir ces personnes-là parce que ce sont elles qui seront sans doute la cheville ouvrière au moment d'une crise. Et je crois que Fatou, ton témoignage apportait exactement cette démonstration que effectivement les femmes les vendeuses de rue ont été les premières touchées par la crise, mais ce sont elles aussi qui ont été les premières à apporter l'aide essentielle pour nourrir la population. Et grâce à ton action, les autorités ont pu peut-être trouver une forme de réponse à la crise de Covid plus efficace, plus rapide et plus durable également. Donc, je trouve que vraiment, c'est un beau témoignage qu'on a ce soir. Donc, voilà, je reviens sur mes questions. Est-ce que Delphine et Virginie veulent nous répondre sur le volet qu'attendez-vous de ce réseau? Et peut-être Fatou, tu peux nous donner quelques exemples, puisque effectivement, j'anime moi aussi un réseau à l'échelle plus internationale de lauréates du prix Solutions Genre et Climat. Et je trouve qu'il apporte beaucoup de richesse d'idées très innovantes, très créatives, qui vont toucher jusqu'au niveau politique. Mais je serais heureuse d'entendre, Fatou, ce que tu en penses aussi. Beaucoup de questions en même temps, j'espère que ça restera clair. À vous, peut-être Delphine ou Virginie?
Peut-être, voilà, moi je vais répondre donc sur pourquoi j'ai choisi de rejoindre ce réseau. Je trouve que la mise en réseau de différentes personnes est toujours très, très enrichissant. Ça permet du coup de connaître un peu différentes, voilà, différentes activités, différentes méthodes, enfin, voilà, différentes personnes qui peuvent à tout apporter quelque chose. Et du coup, moi, je suis toujours intéressée pour faire, enfin, voilà, faire partie de réseaux et dans trouver du lien en fait avec différentes personnes différentes. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Il y avait une autre question de la part d'une dame Natalia, de Mauritanie. n'a pas répondu. Excuse-moi. Donc oui, si je peux juste prendre la parole, effectivement, comme Delphine, tous ces réseaux féminins, il est souhaitable de les mettre en valeur. Et c'est vrai que quand on a vu commencer à travailler la terre ici au village, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va planter des patates, elle vient du nord. Oui, mais en fait, non, c'était du safran. Et ah bon, le safran, mais c'est quoi? C'est une épice. Donc en fait, c'est juste le fait d'en parler et d'en parler une fois, deux fois, trois fois. Et là, du coup, effectivement, les gens se connectent et se disent, tiens, une épice, mais est-ce que ça vient du Maroc ou d'ailleurs, des pays exotiques? Eh bien non. Ça pousse également à côté d'Annecy, ça pousse à Lille, ça pousse à Saint-Tropez. Enfin, voilà, c'est faire savoir en fait et le savoir-faire. Donc tout se relie et ça peut être féminin et même si on n'a pas des gros biceps. Merci beaucoup, Virginie. Moi, pour revenir par rapport à ce que demandait Anne, moi, je pense que le travail de plaidoyer est un travail très fort que les organisations sont en train de mener pour justement leur permettre d'être non seulement visibles, mais aussi que leurs préoccupations soient prises en compte. Je prends l'exemple, par exemple, dans le secteur de la pêche, où nous intervenons avec les transformatrices, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la réglementation du secteur de la pêche, parce que nous avons vu que de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui intègrent le métier sans pour autant aucune qualification, etc. Nous avons eu à mener une étude dans ce domaine-là pour montrer comment ces femmes commencent à se paupériser, c'est-à-dire comment elles deviennent, à partir de chefs d'entreprise, elles deviennent même de simples ouvrières. Et là, ça a posé ça a constitué des préoccupations, non seulement pour les femmes qui sont anciennement dans l'activité, mais aussi au niveau même de la municipalité. Aujourd'hui, ce plaidoyer est en train d'aboutir et on est en train de travailler sur un projet de décret qui va être signé au niveau de l'Assemblée pour réglementer le secteur de la transformation des produits halieutiques. Ça, ce travail, nous le faisons en collaboration avec des partenaires belges, etc., qui nous accompagnent aussi. Et nous aussi, au niveau des femmes, nous essayons de faire en sorte que leur voix soit vraiment entendue par les décideurs politiques et surtout par les autorités locales en général, qui donnent les superficies comme ça, sans pour autant tenir compte des gens qui sont là depuis très longtemps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Anne, mais voilà ce que je voudrais apporter, quoi. Merci beaucoup, Fatou. Donc, Madame Kaba, elle a sa question, ça y est. Donc, si vous activez votre micro, on pourra vous entendre. Oui, merci pour l'organisation de cette réunion. Je m'en vais rebondir justement sur la question de la sécurité alimentaire et du rôle important que les femmes jouent dans notre organisation dans ce domaine. Et quelles sont nos attentes par rapport au réseau, aux autres ensembles, n'est-ce pas, qui évoluent dans d'autres pays. Nous souhaiterons vraiment présenter le travail des femmes guinéennes au sein des organisations agricoles et où nous sommes parvenus à créer la chaîne de valeur pour que les femmes soient de vrais entrepreneurs
dans le domaine de l'agroalimentaire. Parce que c'est vrai que nous sommes dans un pays où la richesse est beaucoup axée sur les revenus du sous-sol, mais à notre avis, l'agriculture et la transformation alimentaire constituent vraiment le vrai levier pour pouvoir aller vers l'autonomisation des femmes à travers l'accès des produits aux différents marchés. Et donc, notre question, c'est comment, par exemple, le groupe de femmes rurales pour pouvoir échanger avec eux de tout ce que nous faisons dans l'agriculture et la transformation agroalimentaire. Merci beaucoup, Madame Kaba. Est-ce qu'il y a Véronique qui a levé la main? Peut-être qu'elle pourra aussi répondre à la question en même temps que s'exprimer. Véronique, tu peux prendre la parole si tu veux. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, en fait, j'avais levé la main avant que Madame intervienne, mais c'est vrai que je trouve que je suis d'accord avec elle. Je pense que les ressources du sous-sol, elles sont vouées à des usages qui ne sont pas forcément des usages durables et que l'agriculture est forcément un usage particulièrement durable puisqu'il s'agit de nourrir la planète et de nourrir enfin, les communautés locales. Et donc, je pense que c'est le seul usage qui est vraiment un intérêt absolument incontestable. Donc, je suis d'accord avec les questions qu'elle a soulevées. Et comment Anya va envoyer les contacts de WSL France pour qu'elle puisse nous contacter et puis rester en lien avec nous pour des échanges aussi avec ces développeuses locales qui ont des initiatives très intéressantes. Mais en fait, moi, j'avais levé la main parce que je voulais poser une question à Anne Barr, et lui dire, puisqu'elle elle est animatrice de ce réseau des femmes à l'international, des femmes qui portent des initiatives à la fois de développement local, développement économique, lutte contre le changement climatique, droits des femmes. Je voulais qu'elle nous éclaire sur l'utilité que ces réseaux avaient, le lien que ces réseaux avaient avec les décideurs internationaux et l'utilité que ces réseaux pouvaient avoir. Très bien, merci Véronique. Et je salue Madame Kaba, je suis ravie qu'elle nous ait rejoints pour lui dire que justement dans ce réseau que j'anime, il y a une organisation qui travaille en Guinée-Bissau avec les femmes transformatrices de sel et également les agriculteurs et les riziculteurs en particulier. Alors effectivement, ce réseau est un réseau de lauréate du prix Solutions Genre et Climat, et le prix Solutions Genre et Climat a été créé au moment de la COP 21 à Paris de façon à valoriser des initiatives exemplaires qui répondent à la fois aux enjeux climatiques et surtout aux enjeux de genre. Donc, ils travaillent vraiment à intégrer tous les enjeux de genre et à redresser les inégalités dans le cadre de leur action climatique. Et là, notre objectif était évidemment politique. Il s'agissait pour nous d'illustrer ce que ça veut dire que d'avoir une politique climatique qui intègre la question du genre. Parce que pour des décideurs politiques qui sont quelquefois, surtout à l'échelle nationale, un peu loin des réalités du terrain, eh bien, intégrer le genre dans une politique climatique, ça ne voulait pas dire grand-chose. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de lauréates et lauréats, d'ailleurs 2 hommes parmi ces gagnants du prix, qui s'impliquent, qui s'investissent complètement pour réduire les inégalités entre femmes et hommes dans leur action climatique et qui démontrent ces 15 projets menés vraiment sur toute la surface du globe et sur tous les continents, démontrent vraiment à quel point on peut avoir une action climatique beaucoup plus efficiente, beaucoup plus juste et avec une ampleur et une dimension importante en prenant en compte ces problématiques d'inégalité, ces problématiques
je dirais, de non prise en compte de la place des femmes dans les décisions, mais et aussi toutes les problématiques de manque d'accès à la ressource, contrôle sur ces ressources, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'à travers la mise en réseau d'initiatives de ce type, également la mise en réseau avec des coalitions d'ONG qui plaident à l'échelle globale, donc dans le cadre des processus de l'ONU, eh bien, on arrive à avoir une influence sur les politiques, en tout cas on l'espère, et c'est vraiment aussi le travail de WCF de faire le lien entre cette gouvernance mondiale, les politiques nationales et ce qui se passe à l'échelle très locale. Parce qu'on ne peut pas avoir un développement durable sans faire ce lien qui est très concret. Donc aujourd'hui, oui, WCF s'engage pour soutenir justement des actions comme celles que mène Fatou, comme des projets professionnels comme ceux que mènent Delphine et Virginie, justement parce que c'est en adoptant des modèles de développement différents, des philosophies, des façons d'agir qui tiennent compte avec une vision holistique de tous les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, qu'on peut arriver à avancer et faire changer nos politiques. Donc c'est ma vision. J'espère que dans la réalité, elle se concrétise, mais il me semble que oui, avec ce qu'on arrive à obtenir. Merci beaucoup, Anne. Merci pour ta réponse. Donc là, on est presque à 20 heures. Donc, je vais essayer de résumer un tout petit peu les échanges qui ont fait la richesse de cette intervention de ce soir, de ce webinaire. Donc, on a eu vraiment la chance d'avoir des témoignages à la fois exemplaires et puis inspirants, même si chacune a rencontré des difficultés. Il y a eu la force et la capacité de les surmonter. Comme dit Véronique dans les échanges, il ne faut pas oublier, c'est vrai, ce sont des expériences inspirantes, mais il y a aussi une part de vulnérabilité dans ces situations qu'on oublie un peu parce qu'il y a vraiment la situation des femmes qui est assez difficile et qu'elles arrivent quand même à trouver la force et l'inspiration et la volonté pour surmonter les difficultés et créer leur activité et survivre dans cette situation, notamment en parlant de la crise qui complique beaucoup la situation des femmes, que ce soit sur le plan professionnel, mais surtout personnel. Donc, il y a une chose qui est revenue dans tous les témoignages, et que ce soit au niveau des intervenantes ou bien dans les échanges, c'est vraiment le mot lien qui a été le plus utilisé. Donc, vraiment les liens, que ce soit au niveau local, au niveau de la communauté, au niveau des relations entre les voisins ou bien les producteurs, productrices ou bien les chaînes de distribution localement, qui ont fait que les femmes ont pu s'adapter plus facilement ou ont pu tout simplement s'adapter, trouver la possibilité de faire face à la crise actuellement. Et puis comme disait Virginie, lorsqu'il y a des difficultés, avoir la possibilité de demander de l'aide aux voisins ou aux habitants du village, ça permet aussi de créer des liens. Donc, vraiment cet aspect lien humain, lien économique, lien tout simplement au niveau de la communauté qui est un volet assez important pour faire face à la crise. Donc, même Fatou, quand elle nous a présenté les impacts de la crise sur l'activité au Sénégal, elle a aussi vraiment insisté sur le fait d'avoir remédié face à la crise. Ce sont les liens qui ont permis de faire face plus, on va dire, d'une manière plus efficace et plus adaptée à la situation et puis aux besoins locaux. Donc, vraiment, les liens, ils sont importants, que ce soit au niveau local, au niveau des réseaux, au niveau des départements, des régions, et comme Anne, elle nous l'explique, aussi au niveau international, que ce soit à travers nos réseaux écoféministes ou bien à travers des instances d'expression au niveau de l'ONU ou au niveau d'autres organisations internationales. Les liens qui sont tissés entre les femmes ou entre les participantes, entre les lauréates,
sont aussi une valeur ajoutée de notre travail et puis une source d'inspiration et d'adaptation pour les différentes personnes qui sont impliquées dans l'action, que ce soit l'action de WCF ou d'autres réseaux avec lesquels on travaille. Donc, justement, pour revenir à l'aspect lien, je voulais donner la parole, la dernière intervention à Awa Sidibé, qui avait une question notamment pour Delphine. Et je pense que c'est aussi une question qui porte sur la dimension lien, parce qu'elle voit un lien entre l'activité qu'elle mène en Mauritanie et l'activité de Delphine en Savoie, sur la savonnerie. Donc, Madame Sidibé, je vous donne la parole et puis après, Delphine, elle pourra répondre et puis ça sera la dernière intervention de ce soir. Alors, bonsoir à toutes. Vraiment, je suis très ravie et contente de ce réseau intéressant et je félicite toutes les femmes sur tout ce qui a été fait. Moi, je suis Hawa Sidibé. Je suis la présidente de l'Association du développement de la promotion des droits de l'homme et le réseau mauritanien Éducation pour tous. Et je suis la première vice du conseil régional en Mauritanie. Donc, concernant ce qui est du rural, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a vraiment senti avec le Covid que vraiment travailler sur le maraîchage et les trucs alimentaires, c'est très intéressant. Moi, j'ai 4 projets actuellement. Un projet qui est financé par Wiltrams en Hollande, qui est vraiment un projet vers la 2e région de la Mauritanie et la 4e région en Mauritanie. Et en plus de ça, j'ai le projet de valorisation des produits forestiers non ligneux qui s'appelle Touga, c'est un projet qui a été financé par le PNUD et que nous avons fait une formation en bio, une certification pour que les femmes puissent vendre leur savon dans les autres pays et que pour que leurs produits soient connus. Mais malheureusement, c'est des femmes qui font les concassages, mais elles n'ont pas de machines qui peuvent leur tirer l'huile. Elles sont en partenariat avec une entreprise. C'est cette entreprise qui, dès qu'elles font le concassage, l'entreprise prend ça pour faire tirer l'huile et faire le savon après et le ramène à vendre. Donc, il y a beaucoup de projets que nous avons qui sont intéressants, qui ont pu avancer les femmes et on voudrait vraiment partager ça avec vous, soit sur les mails ou bien autre chose. Et nous vous confirmons notre disponibilité à faire avancer les femmes, parce que les femmes, il faut qu'elles soient autonomes. Et je vous remercie beaucoup. Je suis avec vous. Nous sommes ensemble. Nous sommes en Mauritanie et il y a beaucoup de projets qui ont été faits grâce aux femmes comme vous. J'ai été intéressée aujourd'hui à cette discussion parce qu'elle est intéressante et il faut que vraiment les gens avancent sur ça. Je salue ma sœur du Sénégal, je connais bien Enda parce que Enda, ils avaient même un projet de lait ici avec une autre ONG qui est là et je connais, ils étaient à Néma, en Mauritanie, ils étaient partout et j'avais posé la question à la sœur, comment avec le savon, la question que j'ai posée, comment aussi nous pouvons vraiment être en contact ensemble avec toutes les sœurs et comment nous pouvons faire consolider nos projets pour que vraiment les femmes soient totalement autonomes avant l'an 2030. Et je vous souhaite bonne soirée. Je souhaite encore que le Covid-19, une année 2021 sans Covid-19. Et merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Sidibé.
Donc, Véronique, est-ce que tu veux dire le mot de la fin, s'il te plaît? Parce que tu as commencé, tu as inauguré cette conférence. Je te laisse l'honneur pour la clore. Donc, je tiens à remercier particulièrement les intervenantes, mais aussi toutes les participantes et participants à cette soirée. Et j'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble. On gardera le contact. On va voir comment on peut reprendre le lien avec vous et puis faire en sorte que le réseau des femmes, que ce soit au niveau local ou en Haute-Savoie ou au niveau international, puisse se développer au profit notamment de l'activité des femmes et de la protection de notre planète. Donc, merci beaucoup. Véronique? Oui, oui, pardon. Oui, oui, c'est difficile de conclure. On a envie de dire on ne conclut pas. Avec toutes ces paroles très porteuses, très prometteuses, on n'a pas envie de conclure. On a envie de continuer, de ne jamais se coucher, On va commencer. les écouter. Enfin, c'est hyper dynamisant. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci aussi pour les vœux d'abord d'une année 2021 sans Covid. On espère qu'on va se débarrasser de cette saleté et qu'en tout cas, on apprendra à maîtriser par une meilleure gestion de notre environnement, une meilleure gestion de notre façon de consommer et de pratiquer les relations entre les êtres humains, qu'on réussira à vivre différemment. Que les modèles que vous proposez, mesdames, sont des modèles qui permettent à la fois un vrai développement économique et plus qu'une survie, en fait, une survie humaine, c'est-à-dire la survie avec de la culture, avec de la qualité de vie, la vraie qualité de vie. Donc, c'est vraiment très intéressant, c'est des modèles passionnants. On n'a pas présenté l'ensemble des activités de WECF ni de WECF France. On n'a pas parlé des différents projets. On n'a pas parlé, par exemple, du prix Solutions Genre et Climat. J'ai vu dans les discussions que Anne parlait du prix et qu'elle proposait à certaines intervenantes de participer au prochain appel à projet. Donc moi, ce que je vous propose, c'est Anya va mettre le lien sur le site de WCF France. Vous pouvez nous poser des questions pour continuer les échanges et renforcer ce réseau. Je trouve que on a parfois dit que les femmes étaient préoccupées surtout par le soutien à l'économie locale et parfois moins par la mise en réseau. Là, on voit bien qu'il y a un vrai intérêt sur cette mise en réseau. Il y a un mot qui est venu à la mode ces derniers temps, c'est ce mot de sororité. C'est un très beau mot qui montre que les femmes, quand elles s'entraident, elles peuvent développer des choses très intéressantes parce qu'elles ont en commun le souci de la vie et le souci de la préservation de l'environnement et en même temps le souci du développement de leurs activités. Donc, j'adore ce mot de sororité. Pour moi, il fait référence à ce soutien et à ce travail en commun. Donc, je vous remercie pour ces interventions extrêmement motivantes et passionnantes. Je vous souhaite une très belle soirée et j'espère à très bientôt chez WCF ou par des liens communs. Merci. 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 Merci à tous et à toutes. Et très bonne soirée. Oui, bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bravo, mesdames. Merci. Ah ouais, très bien.